Hein, c'est parti. Bonsoir Daniel. Bonsoir Mario. On a une petite conférence improvisée aujourd'hui. Euh, Mes conférences sont toujours improvisées de toute façon. ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on parlait de l'invention, l'ingéniosité de l'homme? Ben, ça ressemble à l'improvisation. Oui, mais des fois, il y a des inventions qui sont longtemps réfléchies. Ah oui, d'accord, oui, c'est sûr. Non, le processus que l'homme suit pour arriver à faire une invention, c'est complexe, c'est original, et puis c'est pas un processus qui naît totalement de son intellect ou de son émotivité. C'est un processus qui naît de l'émotivité, de l'intellect et d'une énergie, d'une force qu'on pourrait appeler la créativité. Alors, c'est-à-dire que l'homme peut avoir une idée. L'idée peut être suscitée par une émotion, par un besoin, par un Par un désir. besoin. C'est ça. Alors, l'homme, à partir d'un besoin, d'un désir, va avoir une idée. Il va matérialiser, il va intellectualiser son besoin. Et puis, à partir de là, ben, il va laisser pénétrer en lui une sorte d'énergie, qui est la créativité. Puis, dépendant du degré de canalisation de cette énergie-là, on va avoir des inventions du tonnerre, des inventions qui ne fonctionneront pas. Il y a des inventeurs qui vont essayer d'inventer de quoi, puis comme ça ne marche pas après 2-3 essais, ils abandonnent. Il y en a d'autres qui vont inventer, qui vont travailler 10, 15, 20 ans sur le même projet. Il y en a d'autres qui vont réussir du premier coup. Ça dépend simplement de la forme de canalisation que l'individu a de l'énergie, de la créativité. Est-ce qu'on peut inventer quelque chose sans la pression du besoin? Oui, ça c'est quelqu'un qui est créatif. Ça c'est quelqu'un qui ne s'attache pas à ce qu'il va créer. C'est quelqu'un qui ne fait qu'exprimer l'énergie de la créativité. Alors, il y a des individus qui peuvent inventer. Albert Einstein était un créateur. Léonard de Vinci était un créateur. Galilée était aussi un créateur. C'est-à-dire que c'est un chercheur, mais c'est quand même lui qui a fait les premiers télescopes, les premières lunettes. C'était un créateur. Il n'y a pas, il y a pas de besoin. Le besoin qu'il y a, c'est de créer. C'est-à-dire que le seul besoin qu'il y a, c'est d'exprimer l'énergie. Puis l'expression de cette énergie de créativité-là est le but. Et le but est atteint tant qu'il crée. Mais le but n'est pas la création, l'objet créé. Si on remarque aussi, ces inventeurs-là ont tout le temps été qualifiés d'avant leur temps. Bon, ils sont premièrement, ce sont des génies. C'est une C'est qualification une qu'on leur attribue appellation, oui. aussi. Et puis, ils sont avant leur temps, oui, pour la simple raison qu'ils vont créer des choses typiques du temps. Puis Avant le comme eux besoin. autres continuent à créer sans attendre le besoin, ben, automatiquement, ils créent, puis ils créent, puis ils créent. Puis vu que le besoin n'est pas encore présent dans la collectivité, ben, ils finissent par créer des choses avant leur temps. Jules Verne a créé, Jules Verne c'est un grand créateur lui aussi. C'était des romans, mais il a quand même créé énormément. Bon, on voit ça aujourd'hui. Je veux dire, Oui, parce que tout ce l'homme que à la Lune, ah oui, tout ce que lui avait fait, tout ce que lui avait pensé, un milieu c'était sous les pas mers, un matérialisateur, c'était plutôt, lui faisait, c'était un écrivain, un romancier. un concepteur. Oui, alors lui écrivait, puis la majorité de ses livres sont, c'est pas tout à fait véridique, mais on peut voir que la fiction de cette époque-là, c'est passé en tant que réalité aujourd'hui. Puis par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui actuellement sont en train d'être inventées, mais pour demain? Non. Non, parce que présentement, l'individu est axé sur sa transformation, sur sa transformation psychologique, sa transformation physique, sur une plus grande étendue de sa conscience, conscience qui va être physique, qui va être vitale, astrale, mentale et mentale supérieure, ou supramentale. Alors, l'individu qui axe son évolution euh, dans ce sens-là, automatiquement crée, mais a aussi non pas le besoin pour pousser sa créativité, mais il a le besoin de créer, comme le génie dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Alors, ce qui fait que tu vas vouloir créer, faire de l'électronique, faire des dessins, faire de la peinture, faire de la mécanique, faire de la sculpture, n'importe quoi, simplement parce que tu as le besoin de créer. Créer un livre, parler d'une façon constructive, puis découvrir des choses en parlant. C'est-à-dire que tu te parles toi-même à un miroir, là, puis tu t'enseignes. La créativité, ça. Mais rien de spécial, rien. S'il y a quelque chose qui va servir demain dans ça, ça sera pas à cause que ça a voulu être créé pour demain, mais ça va être accidentel. Non, les quelques rares personnes en avance sur leur temps le sont de quelques années. Puis c'est des créateurs
qui sont en contact avec non plus seulement l'énergie créée de créativité, mais une énergie avec d'intelligence active. C'est-à-dire qu'ils vont créer des choses parce qu'ils vont être conscients qu'ils doivent canaliser, doivent laisser passer cette énergie-là. Et en même temps, ils vont aussi laisser passer d'autres sortes d'énergie, l'énergie intelligente, l'énergie de contrôle, l'énergie d'ajustement, qui va permettre à l'énergie créative d'être canalisée en fonction d'un plan, en fonction d'un but qui n'est pas individuel, qui est plus que collectif ou qui est collectif mondialement. Mais ça, cette mécanique-là, c'est inconscient pour la plupart du monde. Oui, c'est présentement inconscient pour la plupart du monde. Les enfants commencent à le vivre, puis il y a quelques personnes qui vivent sur la Terre, qui eux autres en sont conscients, mais effectivement, c'est encore. C'est pour ça que je te dis que ces personnages-là, qui en seraient conscients, sont en avance, s'ils sont en avance de quelques années, c'est pas plus que 2, 3 ou 4 ans. Puis Parce que la consciemment, collectivité va en être consciente. consciemment, comment ça se vit, ça? Consciemment, D'inventer sans avoir besoin d'inventer. bon, premièrement, on crée n'importe quoi sans s'attacher à ce qu'on crée, ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de mettre en activité cette énergie-là, de ne pas la conserver à l'intérieur, parce que quand on conserve une énergie quelconque à l'intérieur de nous trop longtemps, ben, cette énergie-là finit par être congestionnée. Puis ça crée des perturbations vibratoires dans différents corps, les corps subtils ou les corps plus épais, corps physique, corps vital. Ça peut aller au niveau de la psychologie. Ça peut amener des maladies. Ça peut amener des maladies, oui. Ça amène C'est aussi quoi du la stress, maladie de ça amène l'inventaire? des maladies mentales, des perturbations au niveau du cerveau, de la connexion qui peut exister entre l'intellect et l'astral. Ça peut aussi amener des problèmes de fatigue, des problèmes de nervosité, puis ça peut dégénérer en conflit physique, en maladie psychosomatique totale. Ça fait penser un peu à l'image qu'on a des inventeurs fous, là, où est-ce qu'on rentre dans une pièce, puis il y a 300 000 bébelles qui 300 000 partout, bebelles qui servent à servent rien. plus ou moins, qui Non, marchent, qui marchent pas. ça c'est un Puis, créateur. Oui, ça c'est un créateur. Sauf que on peut l'énergie être manipulé créativité par le ça, manipule finalement. au coton. Là, je veux dire, c'est pas lui qui manipule quoi que ce soit. Les prochains créateurs vont avoir la même énergie de créativité, mais en plus vont avoir l'intelligence active dont je te parlais tout à l'heure. Certains appellent ça un contact supramental. On peut appeler ça n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Alors, ce qui fait que cette intelligence active-là va contrôler, va ajuster la créativité pour que justement elle puisse servir dans un plan d'évolution, un plan que l'homme n'a pas nécessairement la conscience ou la connaissance. Mais qu'il ne soit pas emporté contre son gré. Non, c'est ça. Alors, ce qui fait que tu vas créer pour le plaisir de créer. Certains parlent pour le plaisir de parler, et à un moment donné, on va créer pour le plaisir de créer. Oui. Mais tu t'attacheras pas à ta création, qu'elle fonctionne pas, qu'elle soit esthétique ou non. Quoique de plus en plus l'esthétique va avoir une importance, mais l'esthétique c'est quand même la créativité, c'est l'harmonisation de l'extérieur par rapport à ton harmonie intérieure. C'est quand même assez important l'esthétique. Mais on va créer des choses de plus en plus... c'est-à-dire que présentement, il y a des créateurs qui vont être engagés par des compagnies. Le créateur, lui, il se balance bien que ça fasse de l'argent, que ça rapporte à quiconque. Mais des Ça compagnies lui donne vont- la possibilité de créer sans avoir à financer. En plus, il se fait de l'argent, il n'est pas fou. Bon. Mais prochainement, tu vas créer toi, pas dans le but de travailler. Tu n'iras pas te vendre une compagnie. Tu vas être dans ton propre sous-sol. Tu vas fabriquer des choses. Si ça peut être utile à la collectivité, bah, tant mieux. Peut-être que tu vas y sortir, peut-être qu'il ne C'est sortira ça. pas. Mais tu ne te casseras pas la tête à savoir si c'est bon ou non. Puis Il y de a plus peut-être en des plus, trésors dans les caves du Québec. il Le va en moteur à avoir, en tout cas, oui, c'est Le possible. moteur Il à va en eau, avoir, oui. chose du genre. Les créateurs, il y en a de plus en plus. Mais la créativité, c'est pas seulement dans le domaine matériel. Comme tout à l'heure, on parlait, on fait des La mode. conférences, c'est de la créativité. La mode. La mode, c'est de la créativité, mais présentement, elle est engendrée par un phénomène astral. Alors, la mode, c'est de la créativité. Le système architectural des nouvelles maisons, c'est de la créativité. Si tu regardes les nouvelles formes de baignoires, si tu regardes les nouvelles formes de chambre de bain, les nouvelles formes de lit, le nouveau mode de mobilier, qu'on appelle futuriste. Mhm. Mais la personne qui fait un film, comme par exemple La Guerre des Étoiles, ben, il y a des créateurs là-dedans qui sont réellement créatifs et qui se balancent carrément de ce à quoi ça va servir. Alors, si tu regardes certains décors de pièces de vaisseaux, tu as de l'espace, tu as exactement toute la définition de la psychologie future de l'homme. Puis quand je dis futur, c'est d'ici quelques années. C'est des chambres, c'est des pièces absolument parfaites pour l'homme. Eux autres créent, mais ils ne peuvent pas créer dans le domaine de la matière tangible. Je veux dire, ça ne peut pas être vendu sur le marché encore. Ça s'en vient.
C'est pas Mais dans le temps. ils sont en avance un peu sur leur temps, justement. Alors, ce qui fait qu'eux autres, ils vont mettre ça dans des vaisseaux spatiales qui volent dans l'espace dans l'an 3000, c'est-à-dire d'ici 1000 ans. Ils mettent ça où ce qu'ils peuvent. Exactement. Mais eux autres, c'est des créateurs créatifs qui ont possibilité de créer avec leurs possibilités créatives. Alors, ce qui fait que si tu écris un roman, tu es un créateur. Mais à la condition que tu écrives un roman, quand je parle créateur, un créateur du verso, on pourrait dire, un créateur plus parfait, pas encore intelligent, dans le sens pas intellectuel, tu n'es pas C'est pas conscient comme mécanisme. Non, le mécanisme n'est pas conscient, et puis tu crées pour le plaisir de créer, comme tu peux souffrir pour le plaisir de souffrir, comme tu peux chanter pour le plaisir de chanter, danser pour le plaisir de danser, ou vivre pour le plaisir de vivre. C'est des formes d'énergie qui sont canalisées et qui te contrôlent. Mais les prochains créateurs vont faire On fait une conférence improvisée, c'est de la créativité à 100%. Tu peux... Mais on peut s'arrêter quand on veut s'arrêter. Oui, parce qu'on n'est pas attaché au phénomène de la créativité. Même dans l'action de cette créativité-là. On n'y est pas attaché du tout. Parce que qu'on commence par exemple à fabriquer une nouvelle maison, un dôme, Oui. organisé de différentes manières, on fait des dessins, on fait des plans, on arrange ça comme il faut. Mais à un moment donné, si tu n'as pas la finance pour pouvoir mettre ça en pratique, ben, il n'y a personne qui est traumatisé là-dedans. Tu vas créer d'autres choses. Tu vas peut-être créer un moyen pour faire la finance. De toute façon, tu as un autre toit pour demeurer en dessous. C'est que tu t'attaches pas à ce que tu fais, tu t'attaches pas à l'énergie de la créativité. L'énergie de la créativité s'exprime de bien des manières. Alors, ce qui fait que si toi, tu ne t'attaches pas à une facette de cette énergie-là, tu vas toujours permettre à l'énergie de couler en toi. Si tu commences à créer un robot, ça ne fonctionne pas, tu t'attaches à cette facette-là de l'énergie créative, tu bloques l'énergie qui pourrait t'amener vers une autre création, une autre découverte, qui elle peut peut-être déboucher, ça n'a pas d'importance. Mais si tu ne t'attaches pas à une facette de ton énergie créative, présentement on parle de la créativité d'un robot. À la forme de ta créativité. C'est ça, automatiquement tu la laisses couler. Ces énergies-là, ils ne se contrôlent pas. Ils se canalisent, mais ils ne se contrôlent pas. Fait que ça serait comme un flot simplement, puis du moment que tu l'arrêtes dans une forme ou dans un barrage ou un contour quelconque, on parlait de robot ou on parle, mettons, quelqu'un qui désire inventer vraiment une chose en particulier, bloque son énergie, c'est pas un bloque le créateur. courant. Ça ne peut pas être un créateur. C'est quoi? C'est un inventeur. C'est intéressant ça. C'est quoi la différence entre un inventeur et un créateur? L'inventeur va être une personne qui va faire une recherche longue et assidue pour arriver à une fin auquel il tient. Le créateur, c'est quelqu'un pour qui la fin n'existe pas. C'est un passage d'une création à une autre. La fin n'existe pas. Et puis, c'est quelqu'un qui n'aura pas à faire de recherche assidue et longue. C'est pas un inventeur. L'énergie de la créativité, quand elle passe librement, aboutit et assez rapidement, sinon immédiatement, à une forme matérielle. Si, évidemment, la fin de cette énergie-là était une forme matérielle. C'est ça. Alors, c'est évident que si moi, ce que je veux, c'est faire des rêves, bien, ma forme créative est là. Oui. Mais normalement, l'énergie créative va finir en tableau de peinture, en photo, en film, en construction, en architecture, en mode. Normalement, elle va finir quand même dans le plan matériel, si elle est canalisée, laissée libre jusqu'au bout. Parce que la parole qu'on parle présentement, c'est une forme matérielle qui peut être enregistrée, qui peut être... c'est vraiment une forme matérielle, la parole. Échanger, communiquer, oui, créer des effets. Tu la mets sur une cassette, tu la transposes d'une personne à une autre. C'est réellement une forme qui est matérielle, la parole. Alors, l'énergie créative atteint donc son point culminant. Une question. Depuis tantôt qu'on parle de créer. Peut-on réellement créer quelque chose de neuf? Non, on ne peut que transformer. L'énergie créative, c'est une énergie qui est transformatrice. On ne peut rien créer de neuf, même dans le sens créer, vous faites apparaître un objet sur une table, on dit on l'a créé de rien, c'est pas vrai. On a pris une énergie qui était vibratoirement extraordinairement élevée, et puis on a baissé sa forme vibratoire jusqu'à une forme vibratoire perceptible par notre corps, ou par nos yeux, nos oreilles, notre toucher, qu'on appelle une forme matérielle. Peut-on créer des nouvelles formes matérielles? On peut créer des nouvelles formes matérielles, oui. Ces nouvelles formes-là vont prendre naissance soit dans notre astral ou soit dans notre intellect. Donc, il y a des choses qui, à un moment donné, on veut dire que ça peut être dans l'instant ou au moment qu'on se parle, qui n'existent pas et qui vont exister, qui n'ont jamais été réels dans le passé, puis qui vont prendre réellement naissance de zéro. Oui, c'est-à-dire que si on parle en fonction du temps, ce que vous venez de dire là, c'est vrai.
Mais à un moment donné, l'homme va découvrir aussi que le temps, de même que la matière, sont des illusions du plan astral. Alors, ce qui fait que dans cette illusion-là, on peut créer une nouvelle forme et on ne peut pas créer quelque chose de neuf dans le sens moléculaire du mot. C'est-à-dire qu'une chose qui apparaît soudainement dans l'air ou sur une table ou quelque chose comme ça, c'est simplement la matérialisation d'une énergie déjà existante, déjà formelle, qui a été rabaissée en termes de rapidité vibratoire ou d'énergie. Mais c'est la réponse dans notre monde d'illusions. Oui. Alors, si on regarde, quand on dit rabaisser, si toi, tu augmentes ton rythme vibratoire au même rythme que le rythme vibratoire de ta pensée, automatiquement, tout ce qui est dans ta pensée devient matériellement existant pour toi. Si je prends un exemple, la lumière, c'est une forme vibratoire très, très rapide. Ouais. Un voyage à 300 000 km à la seconde, alors il faut courir vite en tabarouette pour la rattraper. Par contre, la lumière, c'est un flot qui ne perturbe rien. C'est un flot de molécules, d'énergie qui n'est pas matériel, pas pour l'être humain habituel. Mais si vous courez assez vite et que vous réussissez à courir à la vitesse de la lumière, quelle va être la vision que vous allez avoir de la lumière? Un peu comme l'eau. Même chose. L'eau, on peut la traverser, mais si on rentre à 40 000 à l'heure, c'est dur comme du béton. Oui, puis si on rentre plus ça vite va devenir encore, une grosse réalité. Alors, quelle serait la vue de la lumière pour une personne, pour un voyageur qui voyagerait à la vitesse de la lumière? Bien, ça serait de la matière solide. Alors, ce qui fait que, où on rabaisse la lumière à un plan plus bas pour la matérialiser d'une forme solide, pour prendre conscience que la lumière, c'est de la matière, oui. Ou on augmente notre propre rythme vibratoire pour arriver à devenir la lumière, et puis c'est encore de la matière. À ce moment-là, l'individu qui s'accélère à ce point-là devient de la lumière. Oui. Pour ceux qui ne sont pas accélérés. Comme la lumière va devenir une matière dans le sens étymologique, ce qu'on parle, français, la lumière devient de la matière solide. Tu peux en faire un marteau si tu veux, si tu réussirais à faire abaisser la lumière à vibration matérielle qu'on connaît. Là. Toutes ces particules-là d'énergie peuvent devenir n'importe quoi sur notre plan, donc. Tout est relatif, puis c'est un fait. Tout dépend simplement de l'endroit où se place l'observateur. Si l'observateur est à la vitesse de la lumière, c'est une masse de matière impénétrable, dure comme le roc. Et si la lumière se place à la même vibration que l'observateur, bien, la lumière devient pour l'observateur encore une fois du matériel. L'air, c'est la même chose. On prend de la vapeur d'eau. Si on abaisse son rythme vibratoire, on en fait de l'eau. Si on abaisse encore son rythme vibratoire, on en fait de la glace. Alors, donner un coup de poing dans un bloc de glace, ça va être différent que donner un coup de poing dans un verre d'eau ou que donner un coup de poing dans de la brume. Alors, par contre, si l'individu, l'observateur, accélère ses vibrations pour arriver au même niveau que la brume, il va être en contact avec une masse matérielle qui est aussi solide que son corps à lui. Pour revenir au sujet qui est l'invention, est-ce qu'on pourrait dire que le créateur permet à des énergies de se décélérer puis de prendre une forme? C'est-à-dire que le créateur transforme l'énergie créatrice, pénètre dans l'homme. L'homme la canalise. Et puis, cette énergie-là va se servir des formes matérielles déjà basses, en vibration, pour pouvoir prendre expression. Par l'intermédiaire de cet homme-là? Exactement. L'intermédiaire de l'homme et de la matière qui est à la disposition de l'homme. Alors, l'énergie créatrice va venir, si tu veux mieux, comme une photo. La lumière vient impressionner une plaque photographique pour lui laisser son empreinte. Un message. Oui, ça devient une photo. L'énergie créatrice rentre à l'intérieur de l'homme, se sert de l'homme comme appareil photo, puis vient imprimer dans la matière la forme que l'énergie a transportée, comme la lumière transporte un arbre, puis tu la prends en photo et ça laisse l'arbre sur la photo. Tu viens de créer un arbre, mais la lumière était l'énergie créatrice. Pour l'homme, c'est à peu près pareil, puis elle vient simplement mettre une photo. Elle vient imprimer, elle vient s'exprimer sur la Terre. Est-ce qu'on va voir dans les temps qui viennent une nouvelle forme de créateur qui n'aurait pas à passer? Parce que là, on va voir une vieille forme de créateur. On va voir des créateurs qui ne vont pas créer à partant de la matière pour la transformer dans une autre matière. Ou l'agencer différemment. Oui, la transmutation de la matière, comme elle a été faite par les chimistes ou les alchimistes, ou encore toute l'humanité même, pour adapter une forme matérielle à ses besoins. Alors, on prend un arbre, on le coupe, on en fait une maison. C'est une transmutation, une création. L'énergie créatrice qui a contrôlé la main de l'homme. Il va venir un temps où l'homme va simplement en partant de sa pensée,
canaliser en masse d'énergie créatrice, d'énergie vitale. Et puis l'homme va être capable de matérialiser une idée. On pourrait dire ça comme ça. Autrement dit, l'homme va être capable de faire, mettons, comme le Nazaréen aurait fait, prendre 3 poissons puis en faire 300 000. Pour la simple raison que le poisson d'énergie. Sans avoir besoin de pêcher. Ben oui, le poisson de l'énergie, c'est du poisson. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir le bon œil pour le voir. Voir cette énergie-là, de quelle façon? Il faut premièrement, seul le créateur. L'homme est un créateur, mais un créateur qui n'est pas raffiné. Mhm. Un créateur qui est borné. Un créateur qui ne croit pas qu'il peut créer. Mais le créateur humain, l'homme, le vrai créateur, il y en a de plus en plus sur la Terre, on va en avoir des vrais de vrais. Ceux-là vont percevoir l'énergie comme étant une réalité. C'est-à-dire que, exactement comme toi, tu prends une allumette, puis tu peux allumer un feu. Mais tu connais premièrement les lois de l'allumette, tu ne la frotteras pas par le bout du bois, tu vas la frotter par le bout du soufre. Tu vas faire attention à ce qu'elle ne soit pas humide. Bon, tu connais les lois du feu, tout ça. Alors, le créateur qui a le bon œil connaît premièrement les lois régissant cette forme de transformation-là. Il fait un lien entre ces choses-là. Non, il fait un lien par la L'homme connaissance. préhistorique, lui, n'aurait jamais su quoi faire. Ben, avec l'allumette, cette il l'aurait allumette-là. peut-être mangé. L'indigestion. Des brûlements Encore, il a d'estomac. fait comme certains, ça fait comme cure-dent. Des brûlements d'estomac. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est simplement ça. C'est qu'une fois que le créateur, par le fait même qu'il est créateur, connaît les lois régissant la créativité, voit sa pensée comme étant une réalité. Pour lui, ça serait déjà fait, donc. C'est déjà fait. Sauf que tout ce qui reste à faire, c'est de le matérialiser. Ça veut dire rabaisser l'énergie de la pensée ou de la créativité pour la matérialiser d'une façon matérielle. C'est simple en mots, ça va être simple plus tard aussi en gestes. Ça l'a déjà été fait, qu'on ne me parle pas qu'on ne peut pas croire à ça, parce que je pense qu'il y a en masse de personnes encore qui croient que le Nazaréen peut faire des choses. Il y a encore beaucoup de personnes qui portent des pendentifs ou des choses qui émettent des ondes de forme pour se guérir de maladies, ou qui vont voir des magnétiseurs, des guérisseurs, ou qui vont boire certaines eaux, ou des choses comme ça. Qui essayent d'utiliser l'énergie à leur façon. Les autres essayent, c'est exactement ça. Ils vont prendre une certaine forme d'expression de l'énergie créative, qui peut être une expression de parfaite santé, qui peut être une expression de différentes choses, puis ils vont essayer de l'appliquer aux autres mêmes. S'ils sont en accord avec cette énergie-là, bien évidemment, ça fonctionne. Mais ça n'a pas rapport au nombre de prières ou au bon nombre de bâtons d'encens ou de cierges allumés. Il faut que la connexion se fasse au niveau de la personne. C'est ça. Tout dépend. Tout est c'est un rapport vibratoire. Puis tout dépend simplement de l'état des vibrations quand elles se rencontrent pour savoir si elles vont pouvoir fraterniser ou non. On parle des talismans, on parle des ondes de forme, on peut citer la pyramide, les dômes, ces choses-là. Est-ce qu'on peut, à un certain niveau, appeler ces choses-là comme étant des instruments qui appellent des énergies créatives et des manifestations? Si ces formes Mais ça, c'est sans des penser. formes créatives. Est-ce que c'est ça que vous voulez me... Oui, c'est-à-dire que la Savoir si la pyramide, pyramide est est-ce une qu'elle forme fait créative? quelque chose? Si Bon. elle fait quelque chose, elle est donc créative. C'est-à-dire que non. Pas dans le sens où l'homme va être créateur. La pyramide émet une certaine onde de forme. Une création. Oui, c'est-à-dire qu'elle émet, oui. Oui, comme vous dites, elle s'exprime donc sous seulement un plan parmi une infinité de plans. Puis l'homme va être multiple dans sa créativité. Ah, énormément. L'homme est multiple dans bien des choses. La pyramide, tout ce qu'elle peut faire, elle, c'est momifier. C'est-à-dire qu'elle retarde, elle transforme la matière selon une certaine forme qui la met en dehors d'une loi, la loi de putréfaction, une loi où le corps vital de la matière doit se retirer pour que la matière soit réintégrée au corps de la planète. Alors, l'énergie pyramidale momifie, donc, elle empêche, elle transforme, parce qu'une momie est différente quand même d'une personne qui vient de mourir. Un grain de blé qui est conservé dans une pyramide a une texture légèrement différente d'un grain de blé qui n'est pas, que tu viens juste de cueillir. Mhm. Alors, il transforme la matière dans un sens seulement et l'empêche des assujettis de la loi de putréfaction, la loi de désintégration, la loi du retour à la mère-terre. Les talismans, ça serait la même chose. Le talisman, lui, c'est qu'il a comme propriété de pouvoir s'imprégner d'idées protectrices de certains individus.
Le talisman n'émet pas. Ben, certains talismans émettent des ondes de forme protectrices contre, par exemple, les forces astrales basses, C'est les de forces ceux-là que je astrales parle. négatives. Oui, ils émettent. Mais si, il faut toujours penser que Je parle la des... personne qui porte le talisman peut l'annuler. oui, elle va l'annuler, c'est-à-dire que la forme d'astral négative, par exemple, la personne a peur, Mhm. qui vient de l'extérieur, va moins perturber son astral, son émotivité. Par contre, tout dépend de la quantité d'astral négatif qui existe déjà à l'intérieur de la personne lorsque cette personne-là va commencer à porter le talisman. Où est-ce que je vais en venir avec ça? Là, je parle talisman, là, mais de ceux qui marchent tout seuls. La pyramide, qu'on y croit, qu'on la porte, qu'on en a une dans sa maison, cette forme-là Oui. marche. Elle reçoit des énergies cosmiques, des énergies comme l'énergie créative ou n'importe quelle énergie, et puis elle les canalise d'une certaine façon. Comme l'homme canalise certaines énergies. Oui, pour faire des armes de combat, par exemple. L'énergie pyramidale va canaliser d'une seule forme, celle de la conservation. Oui. Les pyramides sont des conservateurs. Bon. Puis il y a des talismans, il y a des objets, il y a des pierres précieuses aussi qui vont permettre à certaines énergies de se manifester d'une certaine façon Oui. créative. Oui, mais c'est toujours une créativité qui est extraordinairement limitée. Qui est C'est à unitaire. peu près incroyable de Qui est penser. unitaire. Qui est C'est unitaire, puis c'est ça, c'est extraordinaire, parce que la créativité, normalement, ne devrait pas être limitée. Créativité qui est limitée n'est plus une créativité. C'est une expression, mais ce n'est plus une créativité. Alors, pour avoir une créativité qui n'a pas d'expression, c'est-à-dire qui s'exprime sans s'attacher à la forme exprimée, donc qui n'a pas d'expression, pas dans le sens, en tout cas, limitatif qu'on connaît, il faut un canal, il faut un réseau de canaux qui permettent à ces énergies créatives-là de pouvoir transmuer la matière d'une façon inconnue présentement, ou qu'on a déjà connue dans les temps passés. Alors, ce qui fait que l'homme seul est la forme parfaite pour que ces énergies-là puissent arriver à leur apogée ici dans le monde matériel. Mais ces énergies créatives-là ne sont pas juste là pour s'exprimer. Elles s'expriment, c'est leur première fonction, mais par accident ou par hasard, entre guillemets, elles vont permettre à l'homme de se transformer d'une façon absolument radicale. De devenir un meilleur créateur. De devenir un créateur dans le sens plein du mot. On parle de créateur, on parle de Dieu qui aurait créé la terre, etc. L'homme va devenir un créateur, dans le même sens. Un créateur cosmique. Oui, mais ce ne sera pas des individus, des parcelles de créateurs qui vont créer chacun leur côté, leurs dinosaures, leurs êtres humains, leur planète, puis tout ça. L'homme, pour devenir un bon créateur, va devoir connaître d'autres lois. Puis l'énergie créative qui va lentement s'exprimer à travers l'être humain va l'amener à prendre conscience de d'autres choses de plus en plus grandes. Étant donné que la créativité va être sous le contrôle d'une intelligence supérieure, d'une intelligence active et non pas passive, c'est-à-dire d'une intelligence qui ne dépend pas de la réaction extérieure. Comme présentement, vous allez vous acheter une auto parce que vous avez un besoin physique. Vous allez poser des interrupteurs chez vous parce que, bon, vous êtes tanné de devoir connecter les fils avec vos mains puis prendre des chocs. Alors, vous avez une réaction, vous avez une intelligence passive, c'est-à-dire une intelligence qui ne fait que réagir aux stimuli intérieurs, les besoins, les émotions, tout ça, ou aux stimuli extérieurs. L'intelligence active, l'intelligence supramentale qui va prendre le contrôle d'ici peu, c'est une intelligence qui, justement, ne dépend pas de la perception ni intérieure ni extérieure de l'homme. Elle ne dépend que d'un plan établi, un plan logique qu'elle va suivre. Vous regardez le programme d'un ordinateur, si vous pesez sur la lettre A, il sort imprimé sur le moniteur la lettre A. C'est une chose, intelligence d'un plan. Mais par contre, l'ordinateur ne détermine pas, quel genre de lettre que ça lui tente de faire apparaître sur le moniteur. Présentement, l'homme est contrôlé par une forme de pensée, justement, qui détermine n'importe quoi selon les stimuli internes ou externes. Et la créativité nouvelle qui s'en vient, c'est-à-dire c'est la même qu'on a présentement, mais qui va pouvoir être amenée à son apogée, à son apothéose. C'est une créativité qui va être sous le contrôle d'une intelligence active, qui dépend d'un plan logique, intelligent, c'est-à-dire qu'il reste logique et qui n'est pas assujetti à des émotions ou à des interprétations émotives que l'homme peut faire. Puis tous ces plans-là, c'est-à-dire des inventions ou des créations qui en apparence peuvent être inutiles, ne dépendant d'aucun besoin, ont quand même l'effet d'amener l'homme à devenir un créateur cosmique. Exactement.
Exactement. Puis justement, je vais vous donner un petit exemple de ce que peut être l'intelligence active par rapport à l'intelligence passive. Intelligemment, activement, l'homme sait très bien que la pollution de ses lacs, de ses eaux par les pluies acides, détruit tout. Il s'en rend compte. Dans le plan, l'homme sait qu'il a besoin des lacs, des plantes et tout ça. Intelligemment, passivement, Il pense mais qu'il peut l'homme s'en se dit, passer ouais, aussi. mais de toute façon, c'est la faute des autres. Puis moi, j'ai besoin de ma compagnie. Et puis les autres gouvernements veulent rien faire. Et puis il y a un paquet de raisons qui fait que ben on continue à polluer quand même, puis on détruit quand même, sachant très bien que la fin de l'humanité est au bout de ça. Alors même chose, on sait que si on fait trop d'armes, il se passe telle chose. Mais l'intelligence passive embarque, c'est-à-dire que celle qui est assujettie aux stimuli internes ou externes. On a peur de se faire attaquer, on a peur de perdre les biens qu'on a, on a peur de perdre le contrôle qu'on a sur notre pays, on a peur de perdre le contrôle qu'on a sur nous-mêmes, on a peur, etc. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, tout ce qui est amené par l'intelligence active, par l'intuition, fait que tout ça sert à rien. Et puis, notre créativité est toujours mise au service de nos émotions, de l'intelligence passive. Ce serait des besoins astraux qui motiveraient ces Un inventions-là. besoin est toujours astral de toute façon. Mais effectivement, c'est que notre intelligence passive, notre intellect. Alors, si on regarde l'intellect qui place toutes ses possibilités créatives, c'est-à-dire l'intellect qui place sa possibilité de canaliser cette forme d'énergie-là au service de son émotivité. Non seulement on ne peut pas créer des choses qui vont plaire à l'humanité, c'est-à-dire qui vont faire partie d'un plan intelligent, mais on ne fait que créer des choses qui font partie d'un plan émotif. Qui Et plaisent à comme l'ego. l'émotivité de l'homme est différente d'être humain en être humain, alors on a différentes modes, on a différentes constructions de maisons, on a différents pays, différentes nations, différentes races, différentes religions, différentes peurs, différentes craintes, différentes joies. Et puis tout ça ne peut pas créer une harmonie à l'échelle de la planète. Certains veulent, toutes nos pluies acides s'en vont toutes au Canada, alors les Américains s'en balancent. Les autres sont bien chez eux. Quand les Russes font éclater une bombe nucléaire, puis que ça tombe en pluie radioactive dans l'État de Washington, etc., là, les Russes se plaignent. Mais les Américains se plaignent, mais les Russes s'en balancent. Quand les Chinois font un essai nucléaire souterrain, c'est à cause du tremblement de terre en Russie, les Russes se plaignent, mais les Chinois s'en foutent. Quand il y a un tremblement de terre en Chine qui balaye tout ça, les Chinois se plaignent, mais tout le monde s'en fout. Alors, ce qui fait que notre intelligence, présentement, est mise au service de nos émotions. Et puis, l'énergie créatrice est extrêmement limitée dans son expression. Parce qu'elle est essayée, l'homme essaie de la contrôler au lieu de la canaliser. Cette créativité-là est confrontée tout le temps d'un humain à un autre. Mais est-ce qu'il va venir un temps où, cette créativité-là va être complémentaire, coordonnée entre tous les humains? Que qu'est-ce que tu vas créer? L'énergie créative est une. L'homme l'exprime de différentes manières. Quand l'homme va canaliser cette énergie-là avec son intelligence active, de la bonne manière, automatiquement, c'est l'individu, c'est la race humaine qui va canaliser ça de cette façon-là. Alors, toi, tu vas pouvoir quand même, à partir, vu que tu es un humain, encore différent de moi, tu vas quand même exprimer ça selon une forme personnelle, qui va de toute façon être en harmonie avec mon expression et ma perception que moi je vais avoir. Parce que, premièrement, ma perception va changer, ma perception va être capable de s'adapter à plus de choses, et puis toi, ton expression va se rallier de plus en plus à l'harmonie du plan ou à l'harmonie de la nature, à l'harmonie de la nature humaine. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, la créativité de l'homme va être de plus en plus acceptée par l'humanité entière. Ce serait comme un grand casse-tête où chaque individu représenterait un morceau. Sa créativité, ce serait un morceau d'un casse-tête et tous les morceaux seraient capables de s'imbriquer sans qu'il y ait D'accord, c'est ce qui va arriver, mais présentement, le casse-tête est complètement mélangé, puis tout le monde pèse sur le morceau pour essayer de le rentrer là, étant convaincu qu'il va là, mais il va dire... Empiétant sur l'autre, essayant de lui faire lâcher son morceau, puis... c'est ça. Fait qu'au niveau de l'univers, c'est ça qui va se passer aussi. Oui, pour l'instant, l'univers, mettons, ça ne regarde pas encore l'homme, mais c'est sûr que le conflit qui existe sur la Terre existe aussi dans l'univers. L'univers, c'est pas mal plus gros que ce qu'on peut penser. C'est pas juste des galaxies, des milliards de galaxies ou des infinités de galaxies. C'est plus gros que ça. Alors, l'homme, présentement, a son chemin à faire. Puis je pense que c'est plus important de travailler sur le chemin de l'homme que de travailler sur le chemin de l'univers. Mais c'est évident qu'une fois la planète intelligente, on va devoir commencer à travailler. On va être agencé par un autre genre de travail. Agencer notre morceau de casse-tête dans le reste du casse-tête. Ouais. C'est pas fini.
Pas mal au bout. Encore un autre casse-tête. Mhm. Mais ça, c'est pas grave. Que l'homme ait peur, que l'homme n'ait pas peur, il n'y a pas le choix. Sauf qu'au lieu d'être manipulé par une forme inintelligente, il va être manipulé par une forme divine ou une forme intelligente, qui, à la longue, va devenir l'homme lui-même. Le créateur. Oui. Parce que toi, tu peux faire quelque chose parce que ça concorde avec un plan. Alors, tu le fais parce que ça doit être fait. Tu le fais pour bien des raisons dans le genre, c'est bon, c'est etc. Tu as l'impulsion. Oui. Mais il va venir un moment donné que tu vas le faire parce que toi, ça te tente. Mais il se trouve que tout ce que tu vas faire va être dans le plan. Alors, ce qui fait que c'est différent. Au lieu d'être une personne qui essaie de copier un sage ou un saint, tu vas être le saint ou le sage. Sans avoir copié personne, sans avoir emprunté la vie d'un autre pour pouvoir le suivre ou le plagier. Alors, ce qui fait que la créativité de l'homme va rester individuelle encore pour un bon bout de temps, mais il va devenir de plus en plus harmonieuse. Avec lui, avec l'extérieur, la nature, puis avec l'extérieur, les autres hommes. Est-ce que un geste créatif peut avoir l'apparence d'un geste destructif? Oui, très bonne question. Oui. Si on regarde, par exemple, en termes de créativité, la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, les conquêtes de Napoléon, C'était créatif. certainement, les conquêtes de Gengis Khan, les conquêtes de Kublai Khan. Un meurtre. Un meurtre, c'est différent, on reviendra. Il y a des meurtres qui sont destructifs et des meurtres qui sont créatifs. Mais ces grandes guerres-là ont servi, premièrement, de leçon à l'homme, ont été mis là, ont été mis dans le plan pour pouvoir précipiter l'âge de fer, l'âge de la destruction, l'âge de l'involution dans le plan d'évolution de l'homme, pour pouvoir permettre à l'homme d'atteindre le début de l'âge d'or au plus vite. Alors, ce qui fait que, en essayant d'étendre le plus de mal possible sur la Terre en un minimum de temps, on précipite, encore de l'alchimie, on précipite l'âge de fer pour permettre à la race humaine de commencer son entrée dans l'ère du Verseau ou dans l'âge d'or le plus rapidement possible, l'âge de l'évolution. Alors, ce qui fait que, sur un extérieur très destructif, ces choses-là ont été très créatives. Le marteau brise le cristal, mais il forge l'acier. Fait que l'aspect destructeur reposerait sur simplement l'observation de la chose sur un seul aspect. Oui, par un individu qui ne comprend pas le plan, par un individu qui n'a pas la conscience. Par celui qui souffre de cet aspect créatif-là. Oui. C'est destructeur. Oui. Mais dans l'ensemble, c'était créatif. Ah, très créatif. Si on regarde, par exemple, la Révolution française qui a été menée par certains comtes, qu'on nommera pas le nom. Eh bien, la Révolution française, pour ceux qui ont perdu la tête, c'était très, très, très destructif. Mais sans cette révolution-là, qui a été la fin du monde, la fin d'un monde à l'époque. La royauté. Ben oui. Sans cette révolution-là, la France, puis toute l'Europe, puis il y a bien des choses qui ne seraient pas comme ils sont aujourd'hui, puis qui seraient drôlement plus pires qu'ils sont aujourd'hui. C'était un phénomène libérateur total. C'est comme une crise. Vous faites de la fièvre à un moment donné, ça augmente la température de votre corps et ça brûle les toxines. C'est destructeur pour la toxine. Très créateur pour l'homme. Alors, si on regarde les guerres, tout ça, nous, on est presque un cancer sur la Terre. On est presque une toxine. Pourquoi? Parce qu'on va à l'encontre des lois mêmes de la planète. Alors, de temps en temps, il faut une purification. Il faut, pour nous, par rapport à nous, ça a l'air d'être une destruction, mais c'est très, très, très créatif. Et pour la toxine, donc, et pour l'homme, et pour la planète. Mais ça nous amène à quelque chose de très intéressant, à savoir qu'il n'y a rien de destructeur. Effectivement. Effectivement. La destruction, c'est l'expression de la créativité qui est faite d'une façon peut-être un peu perturbée ou incontrôlée, mais ça reste quand même une création. Oui, effectivement. Vous pouvez créer une peinture jolie, une peinture laide. Vous pouvez créer la vie, vous pouvez la détruire, ça reste une création. C'est une forme de créativité. Et ça nous amène aussi à dire que toute création fait partie du plan ou toute création est nécessaire. Je sais pas si ça nous amène à dire ça, mais ça, c'est un fait. Ouais. La créativité, c'est une énergie qui baigne. Parce qu'on parle de temps en temps d'une descente d'énergie sur la Terre, mais ça, c'est ridicule. L'énergie, elle est pas là. L'énergie est là, mais elle n'est pas perçue. L'énergie est là, mais elle n'est pas canalisée. L'énergie est là, mais elle n'est pas absorbée. Mais il n'y a pas de descente d'énergie qui se fait à un moment donné ou à une date précise à un endroit donné de la Terre. C'est pas comme la pluie. Non, c'est pas comme la pluie. Ou si c'est comme la pluie, on peut dire qu'il y a toujours de la vapeur d'eau dans l'air de toute façon. Il en tombe peut-être un peu plus à un moment donné, mais la pluie vient quand même du sol. Hein? Puis il retourne au sol. L'homme est tenté d'eux.
Alors, ce qui fait que l'énergie créatrice existe depuis tout le temps. Et puis, c'est la possibilité, la faculté de canaliser cette énergie-là et de la laisser s'exprimer à travers l'homme qui, elle, a été stagnante ou a été manquante. Mais ça veut pas dire que cette énergie-là n'était pas présente. Non, toujours présente, mais pas canalisée. Exactement. Non exprimée au niveau de l'homme. C'est ça. Parce que les arbres continuent à pousser. Exactement. Il y a des nouvelles races de plantes qui apparaissent, des nouveaux insectes. L'énergie créatrice est toujours exprimée. À l'intérieur de l'évolution de Darwin ou l'évolution de la Bible, de toute façon, elle s'est toujours exprimée. Mais l'homme ne s'en servait pas. La nature s'en servait. La nature s'est toujours servi de l'énergie créatrice. De toute façon, la nature, c'est cette énergie créatrice-là, qui engendre des arbres, qui engendre de nouvelles formes d'arbres, qui engendre de nouvelles formes de nuages, qui engendre de nouvelles formes de montagnes, de nouvelles formes de dunes dans le désert, de nouvelles formes de flocons de neige, de nouvelles formes de tout ce que vous voudrez. C'est l'expression de l'énergie créatrice que la Terre a. Mais l'homme peut engendrer une énergie, c'est-à-dire peut engendrer une transmutation matérielle encore beaucoup plus dynamique et beaucoup plus impressionnante et importante que la planète Terre. Est-ce que cette énergie créative, dis-je, ne fait qu'engendrer de nouvelles formes? Oui. Elle ne fait rien d'autre? Non. L'énergie créatrice ne fait que transformer, transmuter. Mais on n'en a pas assez de formes. La forme, on en a assez quand on commence à comprendre les pièges de la forme. Mais quand on en a assez parce qu'on commence à comprendre les pièges de la forme, c'est qu'on n'a pas compris tous les pièges de la forme. Alors, quand on comprend tous les pièges de la forme, on se rend compte que la forme, c'est très utile, très bon, à la condition qu'elle soit un esclave pour l'homme, et non pas un maître. On n'a pas trop de formes. Les formes qu'on a sont aberrantes, ils sont aberrées, ils sont inharmonieuses, utiles, mais inharmonieuses. Puis utiles, il vient un temps où c'est qu'ils ne seront plus utiles. Il faut créer de nouvelles formes. Et puis quand je dis il faut créer, c'est un peu faux. Il va se créer de nouvelles formes par l'intermédiaire de l'homme. Est-ce qu'il y a une fin à la création de nouvelles formes? Non, il y a une fin par contre à la matérialisation des formes. Il va y avoir une fin à la matérialisation de la créativité. Par contre, il n'y aura jamais de fin à l'expression même de la créativité, qui peut se faire dans d'autres domaines que dans le domaine de la matière. Il y aura une fin au niveau de la matière. Pour nous, en tout cas. Et après ça, quelle va être la façon de créer si on ne crée plus dans la forme? D'accord, on peut créer dans l'intellect, on peut créer dans la pensée. Et puis, présentement, nous, on a comme conscience énergétique à peu près que de la forme matérielle, que de la forme de la matière. On crée au niveau d'où est-ce qu'on est. Oui, et on n'a pas l'impression que la création dans la pensée est une vraie création. Comme la lumière. Oui, exactement. Comme on n'a pas l'impression que la lumière est une matière, la lumière est quand même de matière. Alors, ce qui fait qu'on va créer dans d'autres niveaux, d'autres plans qui vont être aussi tangibles pour nous que l'est présentement la forme matérielle. Mais ce ne sera pas une création matérielle. Et ça va continuer comme ça. On va monter de niveau, créer d'autres choses à ce niveau-là. L'intelligence. Il y a beaucoup d'ajustements qui vont se faire lors de cette création-là. Création de l'homme nouveau. Création de surhomme. L'homme du Verseau. L'homme qui dépasse les lois. Non, par contre, l'homme qui comprend les lois. Les dépasse de toute façon, mais l'homme va les comprendre. On a donné tantôt l'exemple de celui qui inventait, créait quelque chose qui... N'était pas une créativité? Non, qui dépassait les lois présentes ou la connaissance des lois présentes. Comme l'invention de l'avion dépasse les lois de la gravité. On parle du créateur, on parle pas de l'inventeur. Du créateur, bon. D'accord, oui. C'est-à-dire que lui connaît les lois. Léonard de Vinci, quand il a fait sa première machine volante, connaissait la loi de l'apesanteur, c'est-à-dire la loi qui permet justement à une chose plus légère que de l'air de pouvoir voler. Et si elle est plus pesante que l'air, elle peut, à partir de certains mécanismes dynamiques dans l'air, réussir à rester en vol. Montgolfière, quand il a vu ces morceaux de papier sortir par la cheminée, il s'est rendu compte que l'air chaud était plus pesant que l'air. Donc l'air est normal. Plus léger, pardon, oui. Alors, ce qui fait que il a inventé, il a pris un truc beaucoup plus pesant que l'air, il l'a rempli d'air chaud pour contrebalancer son poids, et la montgolfière s'est envolée. Léonard de Vinci était un créateur, parce qu'il connaissait les lois, il inventait, il créait pour le plaisir même de laisser exprimer cette énergie-là. Il a fait des machines de guerre, il a inventé le parachute, il a fait des peintures extraordinaires, il a fait des poèmes, il a fait des dessins de machines qu'il n'a jamais pu mettre en pratique parce qu'il n'a pas eu le temps, mais il a aussi quand même fabriqué différentes machines qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné parce qu'il manquait des possibilités techniques.
La technologie de l'époque ne permettait pas à ce créateur-là de pouvoir tout mettre en pratique. Mais il était en avance sur son temps parce qu'il connaissait les lois. Quand Galilée a commencé à dire que la Terre tournait autour du Soleil, ben, il a inventé un télescope, il a inventé différentes choses. C'était réellement un créateur. Et puis, il était encore en avance sur son temps. L'Inquisition l'a obligé de renier ses découvertes en public, puis il est mort en sachant qu'il avait raison. En exil et aveugle. Et oui, il n'avait plus le droit d'avoir raison. Mais ça, c'était un temps. Aujourd'hui, on a un peu plus le droit d'avoir raison. Mais en gros, on pourrait dire que toute invention, création, manipule des lois existantes et qui donne l'impression à ceux qui y sont assujettis de les dépasser. Ouais, exactement. L'homme par rapport aux animaux, Esther. L'animal est créatif dans le sens qu'il laisse l'énergie créatrice qu'il peut absorber, il la laisse s'exprimer. Mais l'animal n'a pas un corps qui permet une expression étendue de l'énergie créatrice. L'animal peut hurler, peut aboyer, peut communiquer de certaines façons, peut courir, peut sauter, peut se faire un nid de différentes façons. Parce que le corps, c'est-à-dire le récepteur de l'énergie créatrice, c'est très important. C'est pour ça que présentement, il y a à peu près juste l'homme qui peut étendre l'expression de la créativité. Alors, si on regarde différentes sortes d'oiseaux, ils ont des corps différents et ils vont avoir des nids différents. Si on regarde différentes formes d'abeilles, de guêpes, etc., ben, ils ont des corps différents et ils vont aussi exprimer l'énergie créatrice de façon différente. Si on regarde, ben, quel que soit l'animal, et l'homme y compris, il va donc exprimer de façon différente. Si on prend les animaux dits plus intelligents, le chimpanzé, le dauphin. Alors lui, il va commencer le chien. Oui. Ben, eux autres, ces animaux-là, au contact de l'homme ou au contact de leur propre intelligence, qui reste quand même passive, au contact d'un corps astral, d'une émotivité un peu plus développée, vont exprimer d'une façon plus complète l'énergie créatrice. Par rapport à l'homme, c'est toujours ridicule. Et par rapport aux autres animaux, c'est de plus en plus formel, formé, compliqué. Plus assujetti à leur forme, c'est-à-dire une forme unique, une création unique. Le besoin engendre toujours la possibilité de canaliser un peu mieux la forme créatrice. Alors, ce qui fait que si j'ai besoin, moi, d'avoir un lit douillet, ben, je vais à un moment donné m'arranger pour l'avoir. Mais l'astral faible, après un certain temps d'effort, ou devant un travail, ou une expression trop grande de l'énergie créatrice, peut se renfermer sur lui-même et bloquer cette énergie-là, ce qui fait que devant un travail trop grand pour l'être humain, ou devant la répétition incessante, ou la répétition d'un certain nombre de fois, dépendant toujours de la psychologie de l'être humain, le besoin va disparaître pour être remplacé par un refoulement, par un désespoir, par une acceptation. C'est la même énergie qui va employer... L'énergie se congestionne lentement. Et puis la personne qui va manifester autre chose. Elle va avoir son lit douillet, elle va se ramasser des branches, elle cherche un peu, elle trouve rien à son goût, elle n'aura pas assez de créativité pour pouvoir construire son lit parce que devant l'effort qu'elle n'est pas habituée de fournir, ben, automatiquement elle va congestionner cette énergie-là, elle va se refermer sur elle-même pour transformer le besoin du lit douillet en acceptation morbide. Puis elle va coucher par terre et puis c'est tout. Est-ce qu'on peut parler encore un peu plus là, parce que on sait qu'aujourd'hui, comme on a parlé tantôt, il y a de plus en plus de créateurs potentiels. Oui. Mais quels sont les effets, quels sont les moyens de pouvoir supporter cet élan créateur-là? Là, on parle de ceux qui vont... Il faut une technologie. Puis ils vont... Oui, mais il faut une technologie adéquate. Oui. La technologie vient de la créativité, mais si tu as une énergie créatrice extraordinaire puis tu n'as pas la technologie est à... Un exemple. Un exemple, bon alors, tu peux t'imaginer une fusée ou tu peux t'imaginer, bah c'est bien simple, simplement, on est dans une salle ici, là, essaie de me fabriquer de l'allumette. Fais me fabriquer une cuillère. Prends un morceau de métal, fabrique une cuillère. Prends un arbre, fais un cure-dent. Ça se fait. Oui. C'est-à-dire que je peux prendre un poteau, en faire un cure-dent, je peux prendre un bout de papier, puis le façonner pour faire une cuillère. Oui, mais pas qu'un morceau de métal. Je dis, prends un morceau de métal, faisant une cuillère, prends un arbre, faisant un cure-dent. Ou encore, c'est bien simple, va-t'en dans la forêt, puis reviens avec un fusil en plastique.
Tu auras beau avoir la créativité que tu voudras, mais avant que tu rentres dans la forêt, que tu ressortes avec un journal, imprimer tout ça avec de l'encre en couleur, puis le papier, bah, tu auras beau avoir l'énergie créatrice, mais tu ne réussiras pas à m'en sortir un comme ça. Ça va prendre une Moses d'énergie créative, mais ça se fait. Oui, je sais. Toi et moi, on sait qu'on peut le faire. Mais on parle de la population en général. Ben, déjà là, ils vont mourir de faim. Oui, justement. Ils ne peuvent même pas se créer de la nourriture quand elle est déjà là. Manque de connaissances, mais manque surtout de confiance en l'énergie créatrice, en l'énergie naturelle, en l'énergie divine ou l'énergie intuitive. Alors, comme je te dis, c'est que la personne qui veut se faire un lit douillet, ben, si elle voit qu'elle a trop de choses à penser ou qu'on n'est pas habitué à canaliser cette énergie-là d'une façon complète, totale, ben, automatiquement, elle va accepter morbidement l'état dans lequel elle est. Alors, si tu te perds dans le bois, ben, si tu es capable si tu es un créateur potentiel d'un certain niveau, d'une certaine classe, tu vas sans doute être capable de t'en sortir. Sinon, ben, tu vas t'écraser, tu vas rester là, tu risques d'en mourir. Alors, si je te dis, va-t'en dans le bois, puis ressort avec une boîte d'allumettes avec le carton, l'imprimerie dessus, tout ça, ou encore une bouteille de Raid sous pression, 320 millilitres avec le cap rouge et tout le tralala, ben, même si tu aurais l'idée de la création, tu n'as pas la technologie à t'apporter pour faire du plastique, pour faire le métal, pour faire l'encre, pour aller dessus, etc. Alors, ce qui fait que tu peux être dans ta maison aujourd'hui avec tout ça, mais tu as une énergie créatrice extraordinaire, mais tu n'as pas le support financier pour permettre à ton énergie de pouvoir s'exprimer d'une façon tangible et correcte, complète. Alors là, il faut que tu canalises, il faut que tu sois intelligent, il ne faut pas que tu t'attaches à la forme de création qui est née au niveau de ta tête, au niveau de ton intellect, et il faut que tu te dises que c'est une forme présentement, c'est un besoin que tu as de laisser cette énergie-là s'exprimer. Alors, tu vas donc faire des démarches. Tu vas te servir de cette énergie créatrice-là pour arriver à pouvoir la laisser s'exprimer. C'est-à-dire que tu vas finir par te ramasser un support financier adéquat, un niveau de vie adéquat. Tu vas contrôler la forme, tu vas contrôler la matière. Tu vas te servir de cette énergie créatrice-là pour te sortir du marasme où tu es et pour en arriver à pouvoir la laisser s'exprimer à sa guise. C'est une étape. Mais une étape qui est présentement dans le quotidien de beaucoup d'individus, qui va l'être de plus en plus. Il faut que tu te situes au niveau de la créativité qui t'entoure pour pouvoir continuer à créer. Oui, tu dépends trop de la technologie, mais de toute façon, la forme créatrice, normalement, ne viendra pas te donner des idées ou ne voudra pas exprimer une forme qui est technologiquement impossible à l'homme de l'avoir. Alors, il est vrai que quand tu as un désir, tu as toujours la possibilité de le réaliser. Il y avait Léonard de Vinci. Non, Léonard de Vinci a toujours concrétisé tout ce qu'il a fait. Et s'il aurait voulu travailler comme un inventeur, ben, il aurait pu mettre au point plusieurs de ses machines. Mais lui, ça ne l'intéressait pas de mettre au point nécessairement sa machine. Il peut travailler 1 an, 2 ans, 3 ans. Jules Verne était un romancier. Oui, mais... Jules Verne, lui, vu que la technologie de l'époque... C'est fusé. Il n'y avait pas le moyen technologique de le faire. Non, c'est pour ça il l'a fait sur papier. Oui, c'est pour ça qu'il l'a fait en roman, exactement. Donc, pour lui, il a trouvé le moyen technologique adéquat pour son époque pour pouvoir laisser son expression, sa créativité pouvoir s'exprimer. Donc, tout peut se créer aussi dans un temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut déjà créer des choses qu'on n'a pas la technologie. On les crée en film. On les crée en film. Alors, on peut constater. C'est là où je voulais en venir. Oui. Le Battlestar Galactica, c'est un immense vaisseau, mais il est en film. Le vaisseau Enterprise, de patrouille du cosmos, on l'a en film. Tous les vaisseaux, puis toute l'épopée de la guerre des étoiles, on l'a en film. Si on regarde au niveau des sous-marins ou n'importe quel genre de film qu'on peut trouver, Jonathan Livingston, ben, les oiseaux qui parlent et qui évoluent, c'est un plan très, 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 très... Enfin, là, l'homme est parallèle à ça, mais on l'a fait en film. Alors, c'est Bandit, ben, les voyages dans le temps, tout ça, ben, c'est pas encore tout à fait à notre portée. Parce qu'on n'a pas la compréhension de l'inexistence du temps. Mais on l'a fait en film. Mais là, on parle de film. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de manifester des choses qui ne sont pas abordables technologiquement ou hors de la créativité actuelle dans le temps présent? Rester au niveau de la pensée. Si tu es un vrai créateur au sens plein et que tu connais les lois de la création, tu vas être capable de créer sans technologie. La création instantanée. Pour plus tard. Oui, un peu plus tard. Encore 2-3 heures, encore quelques années. Il faut qu'on se laisse le temps quand même. Tout est milkshake. Non, fait trop chaud, je vais prendre un verre d'eau, voilà. Et voilà, il vient d'apparaître dans les mains de M. Kemp. Voilà. Et ça va être si simple que ça. Ah, évidemment. Quand on a parlé de voler dans les airs,
Alors, si on est tous les deux, on retourne 200 ans en arrière et qu'on en parle, puis que moi je dis, ah ben ça va être simple, l'homme va voler. Parce que simplement, tout ce qu'il faut, c'est que l'air est une matière dense et dure, mais il faut simplement aller à une certaine vitesse dans l'air pour que l'air devienne un support matériel solide. Alors, si on a un appareil qui est capable, avec une certaine forme, de créer sous lui un condensé de molécules d'air, et qui, grâce à une vitesse qu'il va acquérir au sol pour commencer, et qu'il va poursuivre une fois dans les airs, grâce à une manipulation intelligente de l'air, qui est une matière, ben, une forme beaucoup plus solide que l'air va être capable de voler. On appelle ça un avion présentement. Alors, l'individu va me dire, mais, je veux dire, moi, quand je cours, mes pieds touchent à terre, ça me pousse. Moi, je dis oui, mais l'air, c'est une matière solide. Si tu prends, par exemple, une vis, prenons, l'hélice est une vis qui, tournant à une certaine vitesse, crée dans l'air l'effet de traction qu'une vis va créer dans le bois. Alors, si tu as une condensation de l'air sous les ailes, sous le ventre, tu as une assiette bien bâtie, Comme automatiquement, même si ça pèse 15 tonnes ou 50 tonnes, ça va être capable de prendre l'air et de voler à n'importe quelle altitude. Ça va utiliser l'air comme levier. Eh oui. Alors, moi, je vais dire, ben, ça va être simple. Mais le 200 ans, ben, il va être simple. Moi, je saute dans les airs puis je saute 3 pieds. Alors, moi, je viens de te dire, aux Olympiques de 84, on va sauter dans les airs jusqu'à 9 pieds. On va courir 3 fois plus vite que le plus grand coureur de l'époque. On va avoir des automobiles, pas juste des chevaux, mais on a un moteur avec une explosion qui ne sera pas dangereux, qui, avec certains engrenages et une transmission, va être capable de propulser un véhicule jusqu'à 100, 140, 150, ou présentement, on peut aller jusqu'à 900 000 à l'heure pour les autofusées. Mais non. On aurait l'air de vrais extraterrestres pour les gens de ce temps-là. Oui, si je leur dis par exemple que les petites molécules, chaque chose est faite d'un atome, et si on prend les atomes, qu'on les fait aller très très vite, l'atome frappant une paroi va propulser cette paroi-là dans le sens opposé, c'est-à-dire dans le sens où l'atome vient le frapper. L'atome, par contre, va rebondir dans le sens opposé. Alors, c'est le principe du réacteur. Qu'est-ce qui fait avancer une fusée? C'est le milliard de petits atomes qui vient frapper le haut de la tôle de la fusée, puis qui pousse la fusée vers le haut, et l'atome ressort vers le bas, le feu du réacteur. Bon, alors c'est simple. Puis c'est très simple pour ceux qui connaissent cette technologie-là. Eh oui. Mais là, si on parle des technologies des extraterrestres, qui est maintenant compliqué pour nous autres. Mais là, c'est des créateurs, c'est quoi? Ben, l'extraterrestre... Enfin, je parle des soucoupes volantes. Oui, c'est évident que c'est créatif. C'est astral aussi, mais c'est créatif. Oui, ça peut être intelligent, tout dépend encore de l'apparition, parce que certaines intelligences, normalement, vont prendre une forme adéquate pour apparaître à une personne, mais... Non, juste sur le plan de créateur. Créateur, alors oui, on peut créer un vide dans l'air, le vide aspire automatiquement la soucoupe qui va à une vitesse extraordinaire. Avec une technologie qu'on n'a pas actuellement. Oui, ou qu'on n'a pas pour la simple raison qu'elle est différente. Est-ce que les autres sont capables d'avoir un véhicule tout-terrain, par exemple, sur la planète? Est-ce que les autres ont même une planète? Alors, ce qui fait que les autres peuvent trouver une technologie extraordinairement plus supérieure à la leur, mais elle ne peut être que différente. Alors, il y a bien des choses qu'il faut... parce que les autres volent d'une certaine façon, on s'imagine automatiquement qu'ils ont des connaissances très supérieures, des connaissances différentes, ce serait plus précis. Mais c'est des personnages quand même astrales. C'est un plan du domaine de l'astral, c'est un plan de manipulation avec. L'intelligence intelligente du plan supérieur ne viendra pas apparaître devant n'importe quel individu pour le fun de se présenter devant lui. Pas besoin de ça. L'individu s'en va en vibration, la rejoindre alors. Mais ça peut être créatif aussi. C'est de toute façon créatif. C'est tout le temps créatif. Si on parle au maître, si on parle à tous les instructeurs qu'on a eus, c'est des créateurs. Leur moyen créatif, c'était de se manifester et de communiquer une idée dans la masse. Oui, automatiquement. C'est une forme de création. C'est toujours de la créativité. Il n'y a rien qui n'est pas créatif sur la Terre. Oui, on l'a dit tantôt. Oui, exactement. C'est une transmutation. Et par rapport à l'homme, c'est soit créatif si ça lui rapporte quelque chose de bien, et c'est négatif ou destructif si ça lui rapporte quelque chose de mal, ou si ça ne lui rapporte rien, dépendant toujours de l'égocentrisme de l'individu. Mais en réalité, il y a une transmutation de matière. Quand une personne meurt, ben, il y a une transmutation de matière. Il y a une créativité qui est exprimée. Quand la personne vient au monde, il y a aussi encore une transmutation et une créativité qui est exprimée. Cette créativité-là est exprimée par la nature. Elle n'est pas contrôlée par l'homme, par son émotivité ou par son intelligence passive ou active. La prochaine créativité va faire que l'homme va être capable d'emporter son corps à sa mort. En termes plus compréhensibles, l'homme ne mourra pas, parce que l'homme va être créateur. Et un créateur crée.
Il va même être créateur de sa réalité corporelle, dépasser Exactement. Tant qu'il va en sa avoir limite. besoin ou tant qu'il n'aura pas la conscience de son inutilité. Après ça, l'homme va transcender. Il va monter au ciel. On l'a déjà vu faire par Jésus, par d'autres. Jésus, bon, précis. Pour revenir à la question là, de tantôt, on a parlé d'autres choses, là, bien intéressant. Okay. Pour revenir aux inventeurs d'aujourd'hui, de ceux qui sont dans la salle, qui inventent aujourd'hui, on parlait de ceux qui inventent aujourd'hui, qu'est-ce qui peut pas être réalisé aujourd'hui. D'accord, ils l'ont pensé en image, en film, oui. Est-ce que cette créativité-là n'appelle pas la réalisation de ces choses-là? Automatiquement. Ou bien ça peut pas simplement... Tu peux être dans l'énergie créative sans être dans l'action de cette créativité-là. Alors, pour appeler une action créative, il faut premièrement que l'énergie créative vienne à l'intérieur de l'homme, pour les temps présents en tout cas, et lentement, elle va être capable de s'exprimer en termes de matérialisation. Chemin. Oui, lentement, elle va se matérialiser, mais échelonnée sous un temps. C'est-à-dire qu'elle va être assujettie au temps psychologique de l'homme. Alors, la créativité va apparaître, mais ça va prendre un certain laps de temps. L'homme devra parcourir un certain laps de temps avant que cette forme soit matériellement tangible pour l'homme. Alors, présentement, l'homme peut créer, on peut le mettre en film, mais de toute façon, ça l'appelle à la réalité. La réalité matérielle, qui est une réalité aussi illusoire que le reste, mais mettons, disons réalité. Puis les inventions comme les boutons à 3 trous. Oui. Qui ont peut-être été pensées, ou bien, je sais pas moi, toutes les sornettes qu'on peut voir, là, comme certaines formes de l'espéranto, qui est la langue internationale. La langue internationale, mais qu'on n'a pas encore vu. Qu'on n'a pas encore vu. Des idées comme ça, qui ont été réalisées, presque inventées, mais que... Non, ils n'ont pas pris forme réelle. Elles ont été inventées. Si elles ont été créées par un créateur, elles ont été entretenues par des inventeurs. Elles ont été entretenues par des personnes qui en avaient un besoin ou des personnes qui ont simplement placé leur raison de vivre à l'intérieur d'une langue supposément internationale.